Oui, le mois passé, au cours de la dernière réunion de la conférence de l'OPEP qui s'est tenue donc au mois de décembre, le Congo a officiellement pris la présidence de l'OPEP pour l'année 2022, avec comme vice-président la Guinée équatoriale. Et donc aujourd'hui, nous avions notre première réunion, qui était une réunion extraordinaire, une réunion spéciale, parce que nous avions à résoudre la question de la nomination du nouveau secrétaire général, dont le mandat arrive à terme le 1er août 2022, mais selon les procédures de l'OPEP, nous devions nous y prendre suffisamment à temps. Un processus d'appel à candidature avait été lancé. Il se trouve qu'une seule candidature s'est dégagée et qu'il y a eu unanimité autour de cette candidature. Donc nous avons jugé qu'il n'y avait pas de raison d'attendre et nous avons décidé d'organiser cette réunion spéciale dédiée à l'élection, à la désignation du secrétaire général. Monsieur le ministre, sous la présidence congolaise, quels sont les gros dossiers que vous comptez mener durant ces mois? Ce sont les dossiers de l'OPEP. Vous savez qu'on est dans un contexte particulier et je dirais particulièrement sensible. Nous sommes à un véritable tournant. Vous suivez la presse des autres, notamment celle qui se préoccupe beaucoup des questions climatiques, des questions d'énergie. Vous entendez beaucoup parler de transition énergétique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les résultats indiqués par les scientifiques du GIEC, qui donc assurent l'observation des questions de climat dans le monde, montrent que les choses ne sont pas en train d'aller dans le bon sens, que la limitation de 1,5 degré Celsius qu'on espérait pouvoir respecter pourrait ne l'être pas, que déjà aujourd'hui il y a des phénomènes irréversibles, il y a des îles qui vont disparaître, la montée des eaux est là, la fonte des glaces, et nous ne pourrons pas revenir en arrière. Et cela sera la cause de grands bouleversements dans le monde. Mais on voit aussi tous les changements du régime des pluies, on voit la désertification dans certains endroits qui apparaît, on voit aussi les inondations, tout bouleversement qui déjà montre que les changements climatiques ont des conséquences très importantes sur le plan économique, sur le plan social. Donc, il faut absolument accélérer toutes les mesures qui doivent permettre de limiter l'augmentation de température de la planète. Et parmi ces mesures, on pense naturellement aux énergies fossiles qui sont en grande partie à l'origine de l'émission de gaz à effet de serre, énergies fossiles que nous utilisons abondamment au niveau du développement industriel, au niveau du fonctionnement des voitures, les avions, dans tous les sens, production d'électricité. Et donc il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui pour dire que nous devrions arrêter les énergies fossiles. Il est clair que ça n'est pas possible. Et nous répondons à l'OPEP, nous répondons au niveau des pays producteurs de pétrole et de gaz, au niveau des compagnies pétrolières et gazières, que ce n'est pas possible d'arrêter parce que la demande en énergie aujourd'hui ne peut pas être couverte uniquement par les énergies renouvelables. Donc nous allons encore avoir besoin pendant longtemps de ce qu'on appelle un mix énergétique qui sera composé encore en grande partie des énergies fossiles, pétrole et gaz, en partie par les énergies nouvelles et renouvelables. Et petit à petit, nous allons faire évoluer ce mix pour que la place des énergies fossiles devienne plus faible. Mais en attendant, nous pensons que les énergies fossiles peuvent être produites sans émissions de carbone ou avec des émissions très très faibles en carbone. Et en particulier le gaz est une énergie que l'on peut rendre vertueuse, qui peut ne pas émettre du tout de carbone. On en émet très peu, mais comme on transforme le gaz, eh bien on finit par avoir une émission de carbone très très faible. Et même pour le pétrole liquide, qui produit beaucoup d'effets, beaucoup de carbone, on peut compenser, neutraliser ces émissions de carbone par beaucoup de techniques, notamment par la séquestration de carbone, par le biais d'activités qui séquestrent comme la forêt. C'est ainsi que chez nous, Total a lancé un projet de forêt de 40 000 hectares par l'agroforesterie, comme Eni qui a lancé un grand projet d'arbres de ricin pour 150 000 hectares. Mais en parlant justement de ce projet, nous pouvons aussi produire des biocarburants et cet arbre de ricin va produire du ricin et à partir duquel on va fabriquer de l'huile de ricin et cette huile de ricin
fabriqué chez nous sera exporté pour devenir des biocarburants. Donc là, on voit bien que même dans les biocarburants liquides, nous pouvons aussi lutter contre les changements climatiques. Donc, nous sommes en plein dans ce débat. C'est un vrai tournant. L'OPEP porte un message très précis. J'ai la responsabilité de porter ce message, d'être la voix de l'OPEP pendant 1 an, dans toutes les conférences, dans les forats, dans tous les grands rendez-vous. Il faudra continuer à expliquer que la solution, ce n'est pas d'abandonner une forme d'énergie pour une autre, c'est ce que nous disons, c'est de prendre toutes les formes d'énergie et de les rendre vertueuses, toutes. Et la solution, ce n'est pas un combat entre les consommateurs et les producteurs, non, c'est de se mettre tous ensemble et trouver les meilleures solutions. Quelques-unes viendront des producteurs, nous ferons de notre mieux, d'autres viennent des consommateurs aussi. Parce que si les gaz à effet de serre ont été émis de façon aussi abondante, parce que la consommation d'énergie n'a pas été contrôlée, elle n'a pas été maîtrisée, il n'y a pas eu le souci de protéger la planète. Donc ça ne peut pas être que la faute des producteurs, c'est aussi en grande partie la faute des consommateurs, notamment de toute la révolution industrielle qui a été sous-tendue par cette consommation abusive d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'efficacité énergétique, on parle d'économie d'énergie, on parle de solutions intelligentes, on parle même de maisons intelligentes, à savoir des maisons qui consomment de l'électricité, mais qui en produisent aussi et donc qui finalement contribuent à améliorer les équilibres énergétiques mondiaux. Donc ce n'est pas qu'une question des producteurs, c'est une question des consommateurs. Cette voie, il faut que l'OPEP continue à la porter et nous avons avoir cette lourde responsabilité. Je dois ajouter aussi, qu'en même temps, l'OPEP est l'organisme qui régule le marché du pétrole. Heureusement. Et il le régule tellement bien qu'il arrive à obtenir une certaine stabilité de ce marché. Et c'est pour ça que nous nous réunissons régulièrement, on se réunit tous les mois pour examiner le marché, pour voir son évolution et voir comment nous pouvons agir. Le levier sur lequel on agit beaucoup, c'est évidemment la production par l'OPEP. Donc nous agissons sur l'offre, mais nous regardons la demande, parce que si nous agissons sur l'offre et que la demande, elle, explose, nous ne pourrons pas faire grand-chose. Donc en même temps qu'on agit sur l'offre, ce qui est de notre responsabilité, eh bien nous regardons au niveau de la demande ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il faut ce dialogue entre les producteurs et les consommateurs. Là aussi, le Congo, qui assure la présidence de la conférence, devra créer les conditions pour que le marché soit rassuré par les décisions que l'OPEP prend, rassuré par le discours de l'OPEP, et de façon à ce qu'il soit le plus stable possible. C'est vraiment le combat de l'OPEP. Monsieur le ministre, disais-je que vous n'avez qu'une année pour gérer tous ces grands dossiers dont vous parlez, mais quelle pourrait être vraiment la particularité de là où vous pourrez cibler, concentrer vos énergies pour ne pas les disperser, afin que vous atteigniez le résultat qui convient? Alors, l'objectif, ce n'est pas de jouer les stars. Ce n'est pas de vouloir faire une présidence inédite. Cette présidence s'inscrit dans la continuité, bien sûr. Chaque année, il y a un nouveau président. L'année dernière, c'était l'Angola. Aujourd'hui, c'est le Congo-Brazzaville. Nous nous inscrivons dans la continuité. Ceci dit, évidemment, bien sûr, chaque président, chaque pays a sa spécificité. Et nous, le Congo, nous avons le bonheur d'avoir à la tête de notre pays le président Sassou Nguesso, qui est un fervent défenseur de l'environnement. Donc nous porterons cette voix. Nous, ici au Congo, nous sommes au cœur du bassin du Congo. Nous avons des initiatives et notamment aujourd'hui, nous considérons que le gaz doit devenir un vrai nouveau challenge. Nous venons de faire signer la loi portant approbation d'un avenant au contrat de partage Marine 12, c'est le permis sur lequel le gaz est posé dans le Congo. Et donc on va lancer dès ce mois-ci un grand projet de production, de développement de gaz, de transformation en GNL. Et puis à partir de ce gaz, nous allons fournir aussi du gaz à l'industrie locale, nous allons fournir du gaz aux ménages, nous allons fournir du gaz pour la production d'électricité que nous allons augmenter, nous allons fournir du gaz pour lancer la filière pétrochimique pour que nous puissions produire des engrais chimiques. Donc nous avons un message.
nous avons un message. Le Congo abrite également le siège de l'APO, l'Association des pays africains producteurs de pétrole, et là aussi un certain nombre de messages dont nous pouvons être parfaitement les porteurs. Le Congo est le 3e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, donc on est un pays qui pèse en termes de production. Nous venons d'organiser récemment CEMAC Energy Forum, parce que nous voulons que la CEMAC parle du même voix, parce que nous voulons voir s'ériger une vraie politique CEMAC énergie au sens le plus large possible du terme, c'est-à-dire le pétrole et le gaz, mais aussi les énergies renouvelables, parce que nous avons tout le potentiel pour ça. Nous avons une sous-région dans laquelle 5 pays sur 6 produisent du pétrole et du gaz. Nous avons le bassin hydroélectrique le plus important d'Afrique, le 2e plus important du monde. Nous avons un potentiel solaire. Donc au nom de tout cela, nous pensons que nous avons une voix qui peut porter, pour que nous ne parlions pas seulement des autres, mais nous parlions aussi de notre propre expérience, de ce que nous pouvons nous-mêmes amener. Donc il y a cette spécificité-là que nous allons apporter. Bien sûr, nous avons une compagnie nationale et nous essayons de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'elle devienne une compagnie nationale moderne. Elle travaillerait avec les autres plus qu'elle ne le fait aujourd'hui. Donc oui, il y aura des spécificités qui seront apportées par le Congo. On n'est pas là pour faire un scoop. On est là pour être digne de cette responsabilité que nous portons non seulement au nom du pays, mais aussi au nom de l'Afrique, laquelle l'Afrique aujourd'hui est très très présente à l'OPEP. Monsieur le ministre, une dernière question. Avantage pour le Congo de présider une telle institution internationale? C'est un grand honneur. Je crois que pour le Congo, déjà d'être membre de l'OPEP depuis 2018, c'est un grand honneur. Vous savez, le monde entier scrute les réunions de l'OPEP et essaie de savoir ce qui va s'y passer. Pourquoi? Parce que les décisions de l'OPEP, le comportement de l'OPEP, ont un impact direct sur le marché du pétrole, et le marché du pétrole a un impact sur l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, c'est un honneur d'être à cet endroit pour se prendre des décisions aussi importantes pour le monde entier. Et c'est un honneur, bien sûr, d'assurer la présidence pour le Congo. Alors, l'avantage pour le Congo, c'est, oui, bien sûr, de défendre au nom de l'OPEP la voix, les intérêts de l'OPEP, mais aussi de montrer que le Congo peut faire ça. Certains qui ne connaissaient pas le Congo vont le découvrir à travers cette présidence, c'est clair, parce qu'on participe à énormément de réunions, de rencontres, de dialogues, de conférences, donc beaucoup vont découvrir ce Congo. C'est dans ces moments-là l'occasion parfois de nouer des partenariats, bien sûr. On rencontre du monde, les gens découvrent votre pays, ils se rendent compte qu'il y a des potentialités, qu'il y a des opportunités, des possibilités, des partenaires vont se nouer. Je crois aussi que ça va nous rapprocher des autres pays de l'OPEP. Parce que nous allons beaucoup dialoguer, beaucoup parler ensemble, et je ne serais pas surpris qu'à la fin du mandat, eh bien, il y ait beaucoup de pays de l'OPEP qui viennent ici, et nous espérons qu'ils viendront ici, notamment à l'occasion du prochain CEMAC Energy Forum que nous pensons tenir à Pointe-Noire notamment. Je ne serais pas surpris qu'ils viennent voir comment est ce fameux Congo, comment est son industrie pétrolière notamment, comment est son industrie tout court, et je suis convaincu que nous aurons énormément de bénéfices, bien sûr. Merci, monsieur le ministre. Merci.